Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la lancée des trois premières vidéos en restant sur le thème de la Chine, en s'intéressant cette fois plus spécifiquement au projet des routes de la soie et à la question de l'impact de la politique industrielle et commerciale chinoise sur nos économies occidentales. Et pour ce faire, nous allons reprendre les thèmes du livre de Jonathan Olslag, The Silk Road Trap. Plusieurs choses avant de commencer. Premièrement, un élément qui m'a motivé à lire ce livre, c'est tout simplement le fait que son auteur, Jonathan Olslag donc, est professeur dans le pendant néerlandophone de l'Université libre de Bruxelles, la VUB, et que quand bien même il donne cours dans une autre faculté que la mienne, ça restait intéressant pour moi de voir quelles idées pouvaient bien circuler parmi les membres du corps enseignant. Deuxièmement, comme son nom l'indique, ce livre est plutôt à charge contre le camp chinois, mais il ne l'accuse de rien. Au-delà du thème principal qui est l'iniquité dans les rapports commerciaux entre l'Union européenne et la Chine, l'auteur critique la route de la soie comme plateforme de soutien supplémentaire à l'avancement de la sinisation du monde, qu'elle soit économique ou politique, et qui représente une menace pour Jonathan Olslag dans la mesure du fait qu'il prône l'inverse de nos valeurs. Mais l'auteur ne le fait pas à la façon d'un Peter Navarro, un conseiller de la Maison-Blanche, qui diabolise la Chine et accusait les entreprises de collusion avec les Chinois et de trahison de l'Occident. Bien au contraire, il défend l'idée du réalisme économique, ce qu'il définit comme étant le fait de maximiser le pouvoir économique par ce qui forme les capacités de chacun à se défendre, à influencer, à conserver la cohésion interne et au final à décider de son avenir. En somme, c'est prendre conscience de la situation et y remédier, et pas se perdre en diatribe. Troisièmement, il me semble alors qu'il pourrait être intéressant de jeter un œil à l'équivalent de cet auteur, mais du parti adverse, chez les Chinois, c'est-à-dire un auteur qui défendrait les routes de la soie et la politique chinoise sur l'aspect idéologique, mais en ne cherchant pas à éluder la question de la dictature, des mesures liberticides, de la surveillance généralisée, des camps d'incarcération des musulmans, des exécutions, etc. Je voudrais voir comment une pure machine idéologique du système chinois pourrait défendre son système de valeurs et nous montrer en quoi il représenterait un progrès pour nous. Ceci dit, revenons-en au livre donc, et commençons par une description de l'auteur. Né en 1981, Jonathan Oslag est un professeur belge de politique internationale à l'Université libre de Bruxelles, et c'est un spécialiste de l'Asie. Il a écrit 6 livres, 4 traitent de la Chine, et les deux autres prétendent résumer pour l'un 3000 ans de politique internationale, et pour l'autre la politique internationale depuis la chute du mur de Berlin. Dans ce livre, The Secret Trap, certains passages permettent de mieux cerner le personnage. Il dit notamment que ses recherches doivent être au service de la population dans la mesure du fait que, en tant que chercheur, il est financé par les contribuables, et que par conséquent, il est soumis à un devoir d'équité. Il n'est donc pas censé chercher uniquement les éléments positifs du commerce Europe-Chine, et conforter ceux qui y gagnent, mais aussi voir quels sont les éléments négatifs de ces relations commerciales, voir ceux qui y perdent, et surtout ne pas hésiter à dire si la majorité est affectée négativement. C'est aussi un européiste, c'est-à-dire qu'il considère que les pays d'Europe partagent des intérêts stratégiques et un corpus de valeurs communs. Ces recherches ne doivent donc pas servir uniquement aux Belges, mais aux Européens, et doivent montrer si ce commerce Europe-Chine permet un développement homogène de l'Europe, d'où le sous-titre du livre How China Trade Ambitions Challenge Europe. Comme je le disais dans mes vidéos précédentes, il y a un désir des Chinois de réaliser une intégration verticale, c'est-à-dire de contrôler le processus de création de richesse de l'exploitation des matières premières jusqu'à la vente du produit final au consommateur, en passant par la fabrication et le transport. De cette façon, elle ne dépendrait de personne et tout le monde dépendrait d'elle. Et basiquement, ces nouvelles routes de la soie, c'est un projet d'infrastructure et de route commerciale chinois sillonnant l'Eurasie et l'Afrique, et permettant à la Chine de faciliter l'accomplissement de ce désir d'intégration. Il est unique de par la somme d'argent mise sur la table, puisqu'on totalise 1000 milliards de dollars d'investissement, là où le plan Marshall, qui était le grand plan de reconstruction de l'Europe par des investissements américains après la Deuxième Guerre mondiale, en comparaison, n'a atteint que 130 milliards de dollars. Si l'on continue les comparaisons avec d'autres projets d'investissement et d'infrastructure, Jonathan Oslak fait un parallèle entre les nouvelles routes de la soie et la diplomatie du rail qui a été pratiquée par les pays occidentaux pendant le XIXe siècle dans les colonies. Les deux projets partagent en effet un objectif stratégique commun, c'est-à-dire la connectivité. On a dit que la Chine a des besoins d'indépendance qu'elle veut atteindre par intégration verticale, mais il n'en demeure pas moins que les marchandises doivent être acheminées. Et cette contrainte du transport est un talon d'Achille puisqu'elle met la Chine sous la menace d'un blocus éventuel, qui arrêterait les approvisionnements et empêcherait les livraisons. Par conséquent, le développement de routes maritimes, de routes terrestres, de chemins de fer ou le déploiement de fibres optiques,
Tout cela permet de créer de nouvelles routes commerciales qui ne passent pas par des régions qui sont sous le contrôle de puissances étrangères. En l'occurrence, la Chine, en développant les routes en Asie centrale et en Asie du Sud-Est et en créant de nouveaux ports, tente de s'extraire, primo, de la dépendance à la mer de Chine méridionale, qui est une zone de conflit entre une multitude de pays et où pourtant l'essentiel du commerce chinois circule. Secondo, elle essaie aussi de moins reposer sur le détroit de Malacca, où se trouve Singapour et où une base navale américaine est stationnée. Et Tertio, elle veut augmenter sa présence dans l'océan Indien, qui est un bassin tenu par l'Inde et où plusieurs bases américaines sont présentes. Un analyste chinois, Zhang Wenmu, a même évoqué le fait que, comme les États-Unis sont une puissance sur le déclin, elle va progressivement se retirer de ses positions en Asie, ce qui va laisser de la place pour le déploiement d'une autre puissance. Les routes de la soie sont donc une façon de se positionner en prévision de ce retrait. Ce qui rend cette analyse intéressante, c'est qu'elle reprend directement les vues du principal stratège de la Maison-Blanche pendant les années 80, Zbigniew Brzezinski, qui développe dans son livre Le Grand Échiquier l'idée que le contrôle de l'Eurasie a été depuis 5 siècles synonyme de contrôle du monde. Nous voyons alors que les Chinois se posent en candidat numéro 1 à ce titre aussitôt que le retrait américain sera effectif. Pour l'instant, l'Europe est loin de pouvoir s'interroger sur si oui ou non elle est en position de contester à la Chine ou aux USA la suprématie mondiale. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a toujours des intérêts à défendre. Par conséquent, la question qui doit être posée, ce n'est pas comment devenir la première puissance mondiale, même si c'est toujours l'idée sous-jacente, mais quels sont les gains que l'on tire à la domination chinoise, de leur croissance économique, et quels sont les gains que l'on a à commercer avec eux, dans un objectif de création d'une économie prospère, viable, juste et respectueuse des gens comme de l'environnement. Pour savoir si oui ou non le commerce avec la Chine est bénéfique pour l'Europe, Jonathan Oslak jette un œil aux chiffres de la balance commerciale avec la Chine. Ceci indique que depuis 1995, l'Europe est en déficit commercial croissant avec la Chine, et que le déficit cumulé de l'Europe depuis 2010 est de 1400 milliards de dollars. La question devient alors, est-ce que c'est bien grave d'avoir un déficit commercial avec la Chine? Si l'on reprend la principale formule de la macroéconomie, les choses se posent comme suit. En économie ouverte, Y, la production, est égal à C, la consommation, plus I, l'investissement, plus G, les dépenses publiques, plus X, les exportations, moins M, les importations. X moins M est le facteur correctif, c'est-à-dire l'élément qui vient équilibrer la production Y et la consommation d'un pays. Donc, la richesse produite par un pays n'est pas forcément égale à ce qu'il consomme. Ça peut être supérieur ou inférieur. Si l'on consomme moins que ce que l'on produit, C plus I plus G sera inférieur à Y. Il y aura donc un surplus de production qui devra être écoulé à l'extérieur, ce qui fera gonfler X et ce qui donnera un équilibre. Dans le cas où C plus I plus G est supérieur à Y, il y aura un déficit de production qui devra être compensé par les surplus des autres pays, ce qui fera augmenter M et qui donnera un équilibre. Mais bien sûr, ce n'est pas gratuit d'importer. Et forcément, l'État importateur n'a pas créé les richesses correspondant ou bien nécessaires. Donc, pour se les procurer, il n'a pas d'autre choix que de s'endetter, et donc rembourser aussi des intérêts, ce qui représente une charge supplémentaire. Donc, première conclusion, être en déficit commercial avec un pays consiste forcément par s'endetter vis-à-vis de celui-ci. Mais l'endettement n'est pas par nature une mauvaise chose. Tout dépend de ce dans quoi l'argent est investi. Si l'on considère que le pays importateur s'endette afin d'acheter des machines d'usine, les biens achetés vont eux-mêmes produire les richesses qui rembourseront la dette et créeront un excédent. La valeur nette de cette dette est donc en réalité négative. Il serait même encouragé de s'endetter dans cette situation. Deuxième cas de figure. Si le pays importateur s'endette pour acheter des biens moins chers, pour faire diminuer le coût de production d'un autre bien, afin de le rendre plus compétitif, là encore, le bien importé participe à son propre remboursement, ce qui justifie l'achat. Maintenant, considérons un dernier cas de figure, où le bien importé est directement détruit dans la consommation. Alors, par conséquent, ce bien n'aura rien créé d'autre que la satisfaction stérile de sa consommation. Par contre, le fait de s'endetter pour de la consommation détourne des fonds qui pourraient être investis dans la production, ce qui diminue encore la capacité de production et de consommation sur la durée. La capacité de remboursement se voit alors réduite, ce qui peut provoquer un cercle vicieux de la dette. Si l'on reprend les chiffres officiels, 42% des importations en provenance de Chine seraient des machines ou assimilées, donc des biens qui pourraient participer à leur propre remboursement. Mais dans ces chiffres sont pris en compte les ordinateurs et les smartphones, qui produisent des richesses certes, mais qui ont aussi une large valeur récréative. D'après Jonathan Olslag, nous serions plus autour des 5% en ce qui concerne les machines industrielles. On voit donc que cette politique a des vues court-termistes, ce que Jonathan Olslag n'hésite pas à dénoncer en parlant du manque de vision de nos dirigeants,
car, comme on va le voir, cette politique est une source potentielle de crises graves. En effet, l'augmentation de la dette peut affecter la confiance du pays exportateur, puisqu'il peut douter de la capacité de remboursement du pays importateur. Il pourrait alors lui venir l'envie d'arrêter de prêter. Deux scénarios sont donc possibles. Soit il retire ses investissements de façon violente, soit de façon douce. S'il le fait violemment, cela va provoquer des pénuries, puisque le pays importateur n'aura subitement plus les ressources pour s'approvisionner. La consommation et la production en prendront un coup, ce qui risque de provoquer une récession. À partir de là, deux scénarios sont encore envisageables. Le premier est que la récession provoquera une dévaluation, qui fera diminuer la valeur de la monnaie et rendra le pays plus compétitif. Ceci mêlé au fait qu'il faudra trouver des nouvelles sources de réapprovisionnement, ce qui poussera à développer une industrie plus indépendante ou de nouveaux liens commerciaux plus favorables, nous pourrions alors avoir à terme une économie plus solide. L'autre possibilité, plus vraisemblable, serait que la récession provoquerait des troubles politiques trop importants, qui empêcheraient certains investissements nécessaires à la reprise, ce qui mènerait dans une impasse. Si en revanche, le retrait se fait de façon douce, le pays exportateur se contentera progressivement de demander des taux d'intérêt de plus en plus importants, ce qui va éviter des pénuries et une baisse de production brutale au pays importateur, et ce qui lui laissera le temps soit de s'adapter en développant une autre organisation industrielle, soit de se laisser aller à une mort douce, c'est-à-dire de devoir rembourser de plus en plus, donc réduire de plus en plus l'investissement, la poussant à se concentrer dans des secteurs nécessitant le moins de capital et étant les moins rentables, c'est-à-dire le secteur primaire, celui de l'agriculture ou de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, l'Europe s'endette envers la Chine non pas pour produire, mais pour consommer. Mais ne pourrions-nous pas y gagner si les Chinois réinvestissent l'argent de la balance positive? Au final, bien que ce soit des dettes créées à des fins de consommation stériles, l'argent de notre dette nous reviendrait forcément, puisque payé en monnaie européenne, mais sous la forme d'investissements réalisés par les Chinois. Des investissements qui n'auraient peut-être pas été réalisés de notre propre initiative. C'est tentant à imaginer, même si à l'heure actuelle, les investissements chinois en Europe sont faibles. Mais même de cette façon, ce n'est pas aussi évident. Premièrement, quand bien même les Chinois investiraient dans des domaines stratégiques et nous aideraient à nous développer dans certains secteurs accusant un retard de développement, est-ce vraiment dans notre intérêt que les investissements et les propriétaires d'industries stratégiques proviennent de Chine? Deuxièmement, il est très probable que les Chinois ne désirent pas créer de concurrents à l'étranger, ce qui signifie qu'ils risquent d'investir leur argent dans des secteurs rentables mais non créateurs de richesse, comme l'immobilier ou le transport. Troisièmement, comme tous les pays européens sont endettés dans la même monnaie, cela signifie par exemple que le surplus créé en France peut très bien être réinvesti en Allemagne. Par conséquent, la logique de déficit qui produirait forcément des investissements ne s'applique même pas, et va obliger les pays à se soumettre à la Chine s'ils veulent revoir leur argent, en acceptant telle ou telle contrainte pour soit obtenir des investissements directs, soit des prêts sous forme d'achat d'obligations, ce qui pourrait aussi mener à des tensions entre États membres. La conclusion de tout ça, c'est que l'on voit que le projet des routes de la soie est globalement mauvais pour nous, puisqu'il est source d'intensification d'échanges désavantageux avec la Chine. Nous nous endettons à consommer des biens stériles, laissant aux autorités chinoises le choix du secteur où investir cet argent et la possibilité de monter les États européens les uns contre les autres. Tout ça alors que nous aurions pu nous endetter envers nos propres banques pour pouvoir investir une somme équivalente dans des secteurs que nous aurions pu choisir, sans qu'une puissance étrangère ait son mot à dire. Les relations bilatérales sont mauvaises donc, mais qu'en est-il de relations multilatérales? Est-ce que le fait que les autres pays commercent avec la Chine est mauvais pour nous? Si la Chine croît économiquement, elle va entraîner avec elle d'autres pays en voie de développement, d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, qui pourront représenter de nouveaux marchés importants pour l'Europe, ce qui fera encore de la croissance chinoise une opportunité pour les firmes occidentales, mais seulement indirectement. Une fois de plus, c'est un avis qui peut paraître intéressant, mais en réalité, il se base sur un raisonnement spécieux, car il ne prend pas en compte l'influence chinoise sur ces pays. Comme ça a été dit, le but de la Chine, c'est l'intégration verticale sur toute la chaîne de développement d'un produit, de l'extraction des ressources à la vente du produit fini. Le développement de la route de la soie permet notamment à la Chine de sécuriser ses sources d'approvisionnement en matières premières, en développant ses relations commerciales avec les pays en voie de développement. Et dans ces relations, la Chine ne peut pas perdre. Elle prête de l'argent à un pays pour que celui-ci investisse dans des infrastructures qui vont faciliter l'extraction et le commerce d'une certaine matière première, dont la Chine est le premier importateur dans la majorité des cas.
Le contrat de construction est accordé à une firme chinoise, qui de cette façon peut imposer ses standards et rendre le pays dépendant pour l'entretien des infrastructures. Ensuite, soit le pays arrive à rembourser, et tout va bien, soit il n'y arrive pas. Et dans ce cas, la Chine active une clause dite de Credit for Commodities, donc un remboursement de la dette en matières premières, qui peuvent être opportunément plus facilement transportées en Chine grâce aux infrastructures justement créées. Mais bien sûr, ces dettes ont des taux d'intérêt. Ces pays commerçant avec la Chine doivent alors donner de plus en plus de matières premières pour payer les Chinois qui en sont les principaux clients. Il faut apprécier le cynisme de la situation. Un pays se vide de ses principales ressources pour pouvoir rembourser des installations qui n'ont d'autre utilité que de servir à l'exploitation de ces dites ressources. Ainsi, ça devient alors extrêmement difficile pour ces pays de développer leur économie, puisque le poids de leurs dettes les force à brader leur stock de ressources. On voit donc que les partenaires commerciaux de la Chine, parmi les pays en voie de développement, souffrent aussi de leur rapport avec la Chine. Ainsi, la Chine stérilise la potentielle croissance économique de ces pays, ce qui, par conséquent, réduit les potentiels débouchés qu'il pourrait y avoir pour les pays européens. Donc, non seulement l'Europe n'a pas intérêt à continuer de commercer de la façon actuelle avec la Chine, mais la relation qu'entretient la Chine avec les pays en développement est aussi un manque à gagner pour l'Europe. Mais continuons avec le dernier argument pro-commerce avec la Chine. On pourrait en effet considérer la proposition suivante. La Chine a aussi peu intérêt à entretenir une balance trop largement positive avec le reste du monde que le monde a intérêt à entretenir une balance négative avec la Chine. Les raisons sont les suivantes. Cela représente une trop grande dépendance vis-à-vis de la demande extérieure et ça peut être aussi la source de tensions diplomatiques. Il devrait donc rapidement y avoir un redéploiement vers leur demande intérieure. Par conséquent, la situation actuelle est passagère. Tout ceci est vrai. Le gouvernement chinois a en effet plusieurs fois fait état de son désir de vouloir rééquilibrer sa balance commerciale, et plusieurs économistes chinois soutiennent l'idée que c'est un danger pour la stabilité chinoise. Mais ont-ils le choix? La réponse est non. Pour plusieurs raisons, l'objectif de rééquilibrage de la balance commerciale ne peut être réalisé qu'à moyen ou long terme. Premièrement, comme c'est expliqué dans mes autres vidéos, la Chine a des impératifs de stabilité interne qui impliquent le maintien d'une politique d'investissement, pour ainsi produire de la croissance et de l'emploi dans les provinces pauvres. Ça les oblige à maintenir un niveau de production important. Deuxièmement, pour les mêmes raisons, il faut moderniser les provinces pauvres, ce qui demande des moyens importants qui peuvent être obtenus en produisant et en exportant en grande quantité. Troisièmement, comme le préconisent les plans quinquennaux ou décennaux, comme le plan Made in China 2025, il faut moderniser l'industrie pour rester compétitif et développer des technologies cruciales pour devenir la première puissance mondiale, et pour passer la barre symbolique des 12 000 dollars par habitant, et ainsi devenir officiellement un pays développé. Quatrièmement, au-delà du développement des TIC, l'objectif est de construire une industrie indépendante, ce qui nécessite le développement d'un large panel de branches de l'industrie. Ainsi, entretenir une balance positive dans certains secteurs permet d'en financer d'autres. Par exemple, c'est l'industrie du tabac qui a, en partie, financé le développement de Huawei. Enfin, un dernier argument, assez prégnant, est que le développement chinois s'est en bonne partie fondé sur des entreprises zombies qu'il faut financer à tout prix. Ceci demande un apport de fonds constant, sans quoi elles s'effondreraient. Et ce besoin de fonds nécessite de larges investissements et de la croissance pour le financer. Ce réalisme politique et ce techno-nationalisme sont les raisons pour lesquelles la politique commerciale chinoise ne risque pas de changer dans l'immédiat. Il tient donc à l'Europe de réagir. Dans les conditions actuelles, les relations commerciales avec la Chine jouent en notre défaveur parce que la politique chinoise est trop agressive d'une part, mais aussi parce que les choix de consommation de la population sont irrationnels, et enfin parce que les politiques occidentaux ont manqué de clairvoyance vis-à-vis de la politique qu'a entretenue la Chine. Jonathan Holslag a commencé son livre en disant que, ces dernières années, il était quasiment proscrit de remettre en question le bienfait de la croissance chinoise, puisque dans l'idéologie libérale en économie de marché, la croissance d'un État a forcément des retombées positives. Pourtant, la Chine n'est ni libérale ni une économie de marché. Dans ces conditions, vouloir maintenir des conditions d'échange régies par ces normes n'a pas de sens et équivaut à un suicide. Jonathan Holslag n'oublie pas non plus de souligner le fait que, en Europe, le débat sur la Chine est souvent organisé et financé par les Chinois eux-mêmes. Sur 110 personnes ayant participé à des forums sur le commerce entre l'Europe et la Chine entre 2016 et 2017, Jonathan Holslag en a relevé 73 ayant des idées pro-Chine, soit 2 tiers des intervenants. Peut-être aussi que le comportement des Européens est le résultat de plusieurs décennies de complaisance occidentale, visant à faire en sorte que la Chine ouvre son marché aux entreprises étrangères.
Des milliards ont été investis en aide au développement. Des partenariats de recherche ont été montés. Des universités ont été construites avec de l'argent européen. Tout cela sans contrepartie pour le moment, à part l'adhésion de la Chine à l'OMC, dont elle respecte les règles seulement si elles lui conviennent. Peut-être que trop d'argent a été investi, nous coinçant dans cette relation, puisque se retirer après tous ces efforts serait une humiliation. Pourtant, se protéger de la Chine est essentiel, car elle nous empêche d'atteindre l'objectif principal de tout pays, avoir une économie permettant l'émancipation du peuple dans un cadre sain. En consommant les biens chinois, non seulement nous soutenons un régime qui se base sur l'exploitation et l'aliénation de la population, mais aussi des entreprises qui ne se soucient pas de certaines contraintes, comme le respect du travailleur ou de l'environnement, contraintes que nous imposons en revanche à nos propres entreprises. L'auteur donne l'exemple de plusieurs entreprises européennes. Un fabricant de semi-conducteurs belge innovant, une aciérie néerlandaise émettant 20% de CO2 en moins qu'une aciérie de même dimension, ou encore un fabricant de panneaux solaires allemand, donnant une garantie de 30 ans et moins polluant à la fabrication. Ces trois secteurs doivent prendre en compte les contraintes que l'UE leur impose. Et tant mieux si ces contraintes existent, c'est le seul moyen pour développer une industrie fiable et viable. En revanche, elles ne reçoivent pas d'assistance contre la concurrence chinoise qui peut, elle, parfaitement avoir accès au marché européen, tout en ayant recours à l'espionnage industriel dans le domaine des semi-conducteurs, en produisant à perte dans le domaine de la sidérurgie et en mettant sous perfusion par les banques les fabricants de panneaux solaires, et tout ça sans normes à respecter. Nous sommes coincés dans les contradictions de notre idéologie libérale, mais néanmoins, peut-on vraiment appeler protectionnisme le fait de favoriser avec certaines lois nos entreprises, quand tant d'autres lois favorisent les entreprises étrangères?